Bonjour à tous, merci d'écouter François. Après une réforme, les étudiants en première année de médecine, cette année, ont vu leur oral compter pour 72%, ce qui est une première. Beaucoup ont été recalés alors qu'ils avaient eu de très bonnes notes à l'écrit. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Alain Houpert, monsieur le sénateur, qui est avec nous, médecin également, et qui va pouvoir nous aider à comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Il a lui-même été en contact avec des étudiants qui se sentent vraiment, qui sont en détresse pour certains, qui ont été obligés de partir en licence, ce qui n'est pas du tout la même chose. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de me recevoir. Comment sont quand vous les avez entendus parler, quand vous les avez vus sur le terrain, où en sont les étudiants aujourd'hui? Pourquoi sentent-ils une injustice? Et est-ce que cette loi est selon vous injuste, déjà, cette réforme, pardon? Merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui me touche parce que je suis médecin et qu'on soit médecin ou une autre profession, le meilleur moment qu'on passe dans sa vie, c'est les études. Et quand je fouille dans mon passé, les 10 années que j'ai passées, 10 voire 11 ou 12, à passer à étudier la médecine, à étudier ma spécialité, c'était des belles années où j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont fait changer, qui ont changé mon destin. Et je pense que la vie, le destin, c'est des rencontres. Et j'ai rencontré des professeurs de médecine qui m'ont, par exemple, qui m'ont fait comprendre quelle devait être la spécialité que j'ai choisie. Et c'est en les suivant, en voulant leur ressembler, Et là, on que j'ai empêche accompli déjà. mon chemin de vie. Mon chemin de vie. Là, on empêche justement ces rencontres pour beaucoup. La loi, vous dites qu'elle est injuste, moi je dis qu'elle est conne. Je vous posais la question. Excusez-moi, je suis désolé du terme, mais ce terme explique ma colère, parce que je peux comprendre qu'on ait voulu changer le recrutement des médecins, parce que pour rentrer en première année de médecine, jusqu'à présent, en deuxième année de médecine, il fallait être vraiment un matheux. Et ça donnait peu de place à celui qui est tout aussi intelligent, mais qui est plutôt littéraire. Donc il y avait une sélection pas sur la compréhension ou sur la culture, mais plutôt sur la capacité à bachoter, à raisonner sur des chiffres, sur des sciences physiques. Donc peut-être que la loi, que le législateur ou que le ministre qui a été l'initiateur a voulu diversifier les profils en seconde année. Mais je pense que... En donnant la chance à des étudiants de pouvoir réussir par l'oral. En donnant la chance à des étudiants qui ont un autre profil que le profil matheux. Pour agir sur l'égalité des chances, comme vous dites. Mais passer un oral de 10 minutes qui représente, il faut le dire, 70% de la note. 72, exactement. 72% de la note finale. Sur donc 10 minutes d'oral sur des sujets de culture générale, sur des sujets de société. Pas du tout des sujets de médecine, non, il faut le rappeler. Sur des sociétés de culture woke, par exemple, parce que c'est la mode. Je crois qu'il y a une ville, une métropole où, je crois que c'est Bordeaux, où l'oral portait sur l'interprétation d'une chanson de Louis Chédid, et avec des jurys qui sont différents. Donc un jury, si les étudiants sont examinés par des jurys différents, on aura automatiquement des interprétations différentes, parce que le jury, l'examinateur, un examinateur en oral, il examine avec son vécu, son passé. Donc il y a déjà une égalité de traitement en fonction de l'examinateur. Son vécu encore plus sur des sujets de société? Est-ce que c'est encore plus que... Oui. Alors que l'écrit jusqu'à présent
et en particulier depuis quelques années où les examens sont faits par des QCM, des questions à choix multiples. Donc là, il n'y a pas d'inégalité automatiquement, c'est celui qui a le plus de connaissances qui va gagner. C'est beaucoup plus objectif. Oui, en médecine, on demande des compétences et les compétences sont vitales pour des patients. Donc je suis d'accord pour la diversité. La diversité entre les gens qui sont très matheux et les gens qui sont un peu plus intellectuels, donc qui pourraient avoir plus de culture. Mais la priorité en médecine, c'est la compétence et pas le profil. Donc on veut changer le profil de l'étudiant en deuxième année de médecine, mais c'est grave parce que les 40 élèves qui ont été retoqués, c'était des gens qui étaient dans le haut du classement à l'écrit, qui se retrouvent à la fin parce que ils ont pêché pendant 5 minutes, ils n'ont pas été bons. Donc c'est grave parce que en 5 minutes, on démolit 8 mois d'apprentissage, 8 mois de bachotage. Et les études de médecine, c'est une année mise de côté. Surtout la première année. La première année. Mise de côté, où on bachote, on se réunit en groupe, on va pas en boîte, on va pas au bar, on va pas au restaurant. Les seules rencontres qu'on puisse faire, c'est rencontrer des amis avec qui on bosse, pour se sentir un peu moins seul. Et la première année de médecine, c'est vraiment une année de solitude. Et je me mets à la place de ces 40 personnes, dont Charlotte, que vous avez interviewée, qui se retrouvent mis au banc de la société parce qu'ils n'ont pas été bons pendant 5 à 10 minutes. Eh ben, c'est injuste. D'ailleurs, le ministère a compris son erreur puisqu'il a modifié le principe sur les années à venir. Et en attendant, on a 40 étudiants à Paris qui sont sur la touche. Qu'est-ce que ça implique pour ceux qui ne connaissent pas? Par exemple, Charlotte qui est partie en licence de médecine. Bah déjà pour eux, ça implique... c'est pas les mêmes chances de réussite? Qu'est-ce que c'est? C'est pas les mêmes chances de réussite, mais ça implique... Parlons du ressenti de ces 40 personnes. On leur a répondu, 40 étudiants, c'est une goutte d'eau. Dans le contexte actuel, 40 étudiants, c'est pas une goutte d'eau. Et moi, je réponds que pourquoi ne pas leur permettre d'entrer en seconde année avec leurs 800 collègues qui ont été choisis? Parce que ces 40 étudiants qui étaient dans le haut du classement ont été relégués à la fin. Et il y a des gens qui étaient à la fin qui savaient que de toute façon, ils n'allaient pas réussir et qui ont réussi. Donc là, il y a une égalité de traitement. Et on est en France, liberté, égalité, fraternité, l'égalité, c'est important. Là, on n'est pas dans l'égalité des chances, parce qu'on a amputé leurs chances. On a amputé 8 mois de travail. Et dans une république qui se dit, qui se prend pour exceptionnelle, qui est quelquefois actuellement arrogante, je trouve ça triste. Et moi, j'ai mal à une expression, j'ai mal à ma France, qui est reprise par beaucoup. Moi, j'ai mal à ma France. J'ai mal à, quand je regarde mon passé, je me dis comment j'aurais réagi. Parce que quel bonheur quand j'ai vu en première année de médecine où j'étais dans les 100 personnes choisies. À l'époque, à Dijon, c'était 100 personnes. Quel bonheur, d'autant plus que cette année, ces gens-là n'ont pas le droit de redoubler. C'est doublement injuste. Ils ne sont pas de la bonne génération, ils ne sont pas nés à la bonne date. Donc c'est une inégalité de traitement, c'est une inégalité entre les générations. Moi je demande, j'ai écrit à la ministre, j'ai écrit à la présidente de l'Université de Paris de les réintégrer en seconde année. Et ça, c'est de l'humanité. Choisir... Le bon côté de ce changement de code, c'est de vouloir de la diversité, des gens qui soient un peu moins bachoteurs, qui aient peut-être un peu plus d'empathie. Mais l'empathie en médecine,
on l'apprend pendant 8 années où vous êtes stagiaire, externe, interne, assistant, vous êtes guidé par un maître, c'est l'histoire de l'apprenti du maître, qui est le mandarin, qui est l'interne, qui est l'assistant, des gens à qui vous avez envie de ressembler, qui vous guident. Et puis, vous êtes pendant 8 années assis sur le lit du patient, à lui tenir la main. Automatiquement, vous avez de l'empathie. Et le seul oral que j'ai eu en médecine, c'était en 7e année, à la fin des études, où vous parlez devant vos maîtres. Et voilà, s'il y a des leçons de communication à donner aux étudiants en médecine, c'est en fin de cursus, en leur donnant, en leur apprenant à ce que c'est que de la PNL, de l'analyse transactionnelle, des outils de communication qui leur permettent d'être plus performants. Un médecin, ça annonce la mauvaise nouvelle. Il est vrai que c'est pas dans le cursus. Moi, j'ai appris à annoncer la mauvaise nouvelle une fois que j'ai été radiologue, pour être plus compétent, pour être plus humain, pour faire en sorte que les gens ne partent pas de mon cabinet démoli quand je leur dis qu'ils vont avoir un cancer, qu'ils ont un cancer. On est là pour les tenir, pour les aider à parcourir le chemin. Le chemin, c'est aller vers la guérison et aussi aller vers la mort. Et c'est pas en interprétant, en dissertant sur une chanson de Louis Chédid ou en dissertant sur la vague du wok qu'on apprend cette empathie. C'est ça. Et l'empathie n'a rien à voir avec la culture. L'empathie, c'est de l'humanité, c'est de la vérité du cœur. Et ça ne s'impose pas. Et donc moi, je ne lâcherai pas. J'ai écrit à la ministre, j'ai écrit à la présidente de l'université, j'ai alerté l'université de Paris. J'ai alerté la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche, qui est médecin, qui est cancérologue. Je pense qu'on va poser une question d'actualité au gouvernement. C'est scandaleux de traiter des jeunes comme ça. Et en plus, dans le profil, ce sont des jeunes qui ont vraiment une vocation. On oublie que être médecin, c'est avoir une vocation. C'est comme rentrer en religion. Voilà. C'est un terme dont il ne faut plus parler, entrer en religion. Et on entre en médecine. On entre en médecine, on n'entre pas en sciences physiques, on entre en médecine. Et justement, parlons à côté de la vocation. Là. Vous parliez vous avez écrit à la présidente de l'université, vous avez écrit au ministère. Là, si on prend Charlotte, par exemple, déjà Charlotte se considère comme elle parle de crash test. Elle dit, ces 40 élèves, là, nous sommes des crash tests. Eux, ensuite, quand ils ont fait les démarches pour aller voir, ils sont allés voir le doyen de l'université de Paris, qui leur a dit, je peux rien faire, allez voir le ministère. Le ministère dit, je peux rien faire, allez voir la présidente de l'université. Qu'est-ce que ça veut dire, cette irresponsabilité et cette responsabilité dont personne ne veut dans un domaine comme la médecine? On en parle beaucoup depuis 18 mois. Où en est le système médical? Qu'est-ce que ça veut dire, cette irresponsabilité aujourd'hui? Cette volonté d'être irresponsable. Cette irresponsabilité, on se refile la patate chaude. Et vous l'avez bien, elle vient de l'administration. Et l'hôpital, actuellement, c'est 30% du personnel de l'hôpital, ce sont des administratifs. Et on dit qu'il manque de médecins. On a trop d'administratifs et pas assez de gens qui sont aux côtés du patient. On devrait être en surnombre dans le collège des aides-soignantes, des infirmières, des médecins. On devrait avoir une pléthore de personnel. Alors que vous avez une pléthore de personnel dans le background, en arrière, ce qu'on appelle les bureaux et l'administration. L'hôpital, il n'est pas là pour comptabiliser les facturations, il est là pour soigner les gens. Hôpital, ça vient de hospice, hospitalier. C'est pour ça qu'on a mis un accent circonflexe pour supprimer le S. L'hôpital, c'est pas un gros mot. L'hôpital, c'est l'université des savoirs, c'est là où on apprend la médecine, au contact des patients. C'est un chemin de vie qu'on fait pendant 8 à 10 années pour apprendre et ensuite être lâché comme un aviateur Saint-Exupéry tout seul auprès du patient, dans son cabinet ou dans son service, pour faire des ordonnances, pour faire des examens, pour opérer.
Et ce qui compte, je veux bien comprendre qu'on veuille changer le profil. Je dis on, parce que je ne me sens pas concerné, qu'on veuille changer le profil. Mais ce qui compte, c'est la compétence. Et c'est pas le profil. La compétence, c'est de l'acharnement à apprendre, toujours apprendre. Et apprendre à douter. La médecine, c'est l'université du doute. Et on est depuis plusieurs années dans beaucoup de certitudes, que ce soit à l'hôpital ou dans le reste. Le nombre d'élus locaux qui appellent une préfecture, avant on disait bonjour monsieur le maire. Maintenant quand vous appelez, vous tombez sur un serveur vocal, appuyez sur 01, voilà, c'est déjà inhumain. Et puis quand vous écrivez, on vous répond pas. Pour un élu de la République, c'est pas évident. Et moi, en tant que parlementaire, ça fait 13 ans que je suis parlementaire, ça se dégrade partout. Toutes les interventions qu'on peut faire. Un parlementaire, c'est aussi là pour recoller les trous dans la raquette. Et actuellement en France, il y a beaucoup de trous dans la raquette où beaucoup de contribuables se sentent crachés, comme Charlotte. Il n'y a pas qu'en médecine, sur beaucoup de choses. Il faut remettre de l'humanité. L'intelligence, elle vient du cœur. Reprenons les phrases de Saint-Exupéry, de beaucoup de choses, de beaucoup d'humanistes qui nous ont prélevés. Et en crachant ces 40 personnes, on crache sur les racines, sur les anciens médecins qui ont été fermés d'une manière traditionnelle, et on insulte l'avenir des jeunes. Et c'est ça qui me choque et qui me bouleverse. Est-ce que vous avez espoir que du coup on puisse aider, qu'il y ait des moyens d'action pour ces gens-là, ou est-ce qu'ils sont condamnés à faire... J'espère. Quand je suis rentré au Sénat, j'ai rencontré un grand sénateur qui s'appelait Robert Badinter, qui s'est battu contre la peine de mort et qui, en petit comité, vous parlait de la façon dont il intervenait auprès des présidents de la République pour demander la grâce présidentielle. C'est ce que je suis en train de faire. La grâce ministérielle ou la grâce des présidents. Retrouver le chemin du cœur et de l'humanité et réintégrer ces personnes, 40 à Paris et dans d'autres régions. Et c'est très important parce qu'on a besoin de médecins. On parle de déserts médicaux et on est en train de gâcher des cerveaux, peut-être des futurs prix Nobel, peut-être des grands chirurgiens, des grands chercheurs. Ça s'appelle insulter l'avenir. Est-ce que rapidement, avant de aller sur un autre sujet, c'était très intéressant, mais juste, est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi ceux qui là sont passés alors qu'ils avaient 10 environ de moyenne à l'écrit, est-ce que ça fait aussi des gens qui peut-être n'iront pas jusqu'au bout du cursus, ou qui n'ont pas la vocation même d'être médecin? C'est possible parce que tout le monde ne va pas au bout de ces études de médecine. C'est des études difficiles parce que certaines personnes s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Pour ça que je pense que la loi voulait changer le profil. Bien sûr. Mais donc je pense que ceux qui n'ont pas assez travaillé seront plus fragiles pour tenir. Et c'est important que sur les 800 personnes qui ont été sélectionnées, qu'elles aillent jusqu'au bout. Il y a à peu près 20% de pertes. Donc c'est-à-dire que c'est 800, on perd 160 personnes. Ça fait beaucoup. Ce fameux numerus clausus, il a été créé au départ parce que il y avait la sécurité sociale, on avait une pénurie de médecins. On n'avait pas une pénurie de médecins, on avait trop de consommation médicale et on mettait la responsabilité sur le nombre des médecins. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on a incité des médecins à partir en retraite plutôt avec certains avantages.
Mais maintenant, on n'est plus là-dedans. On a besoin de médecins. Et les médecins, en médecine, il y a à peu près 70% des étudiants qui sont des femmes. Parce que les jeunes femmes, sont plus sérieuses que les garçons. À l'école, ouais. Ça a été montré sociologiquement. Et sociologiquement, donc, et souvent, ces personnes après, elles se marient, elles font des enfants, donc elles ont moins de besoin de travailler qu'un homme qui est souvent chef de famille. N'allons pas sur des terrains glissants. Okay. Restons sur la médecine. Mais il y a un complément entre l'homme et la femme qui est important. Mais donc, il est un fait qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent médecins, qui abandonnent, donc sur ces 800 personnes, c'est pas 800 étudiants qui vont sortir dans 8 ans. Hein, donc, en mettre 40 de plus, je pense que ça rétablira les choses. Donc, ce numerus clausus a été créé par Simone Veil, je me souviens. Et je me souviens, j'avais manifesté à Paris parce qu'on était contre. Et ce numerus clausus, tout le monde dit que c'est quelque chose de complètement injuste, c'est complètement débile pour la formation des médecins, puisqu'on en manque. Actuellement, on va chercher des médecins à l'étranger, en Roumanie, en Espagne, en Belgique. On a intérêt à le faire supprimer, mais il existe toujours. On a 800 personnes, pas un de plus. Ça changera pas. Vous savez, pendant la guerre, les tribunaux d'exception où on jugeait les gens, on a amené des jeunes au peloton d'exécution. Moi, je demande qu'on juge, qu'on juge de manière humaine, et puis comme on fait beaucoup de gens pendant la guerre, en cachant des personnes pour leur éviter, en sauvant des personnes du peloton d'exécution, c'est pas une bonne comparaison. Mais c'est une illustration, parce que vous avez parlé de crash test. Crash test, c'est plutôt un terme automobile et industriel. C'est Charlotte elle-même qui se jugeait comme ça. Se juge comme ça, parce qu'elle a pris le pare-brise. Elle a pris le pare-brise. Et ça va laisser des cicatrices toute sa vie. Moi, je demande que Charlotte, je l'ai eu au téléphone, c'est un être en devenir, cette jeune femme, qui s'exprime bien, elle a, à son âge, je ne m'exprimais pas comme elle. Et qui, du coup, pour rappeler pour les auditeurs, elle était elle était avant la 300e place, 298, si je me souviens bien, et est tombée au-delà des 800 admis. C'est gâcher un profil, et un beau profil. Et dans les 40, j'en ai eu quelques-uns au téléphone, ce sont de beaux profils. Ce sont des gens qui ont choisi de faire médecine, qui veulent faire médecine depuis des années. C'est leur rêve d'enfance, leur rêve d'adolescent. On leur coupe les ailes. Alain Houpert, merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous pouvez partager aussi cet entretien sur tous les réseaux que vous suivez et n'hésitez pas à soutenir François. François appartient à ses lecteurs, ses auditeurs. Donc merci d'être avec nous et vous pouvez faire vos dons sur françois.fr/soutien. Merci d'avoir été là. Merci Alain Houpert. Merci.